c'est tout ce que je devais vous dire. Alors, notre premier conférencier, Jean-Marie Frère, est docteur en sciences physiques de l'ULB. Il a aussi rédigé une thèse d'agrégation qu'il a défendue à l'ULB, thèse d'agrégation en physique. Je me rappelle d'ailleurs, je voulais vérifier avant de le dire que c'était correct, mais je suis venu assister à sa défense de thèse d'agrégation et au lieu d'utiliser un pointeur laser, Jean-Marie fait de l'escrime, c'est juste. Il avait pris son fleuret d'escrime, ce qui sera tout aussi bien qu'un pointeur laser. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Mais aujourd'hui, il l'a oublié. Donc il a un pointeur, je crois. Il a été directeur de recherche au FNRS, puis professeur ordinaire à l'ULB, et il est actuellement directeur du service de physique théorique à la faculté des sciences de l'ULB. Alors, ces sujets de recherche sont essentiellement les interactions fondamentales, la physique des particules et le modèle standard de la physique. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas empiéter sur son temps de parole, mais si vous allez sur son site web, qui est extrêmement bien fait, vous allez trouver plein de textes extrêmement intéressants, et en plus même des photos des divers trekkings faits par Jean-Marie, dans diverses régions du monde. Les photos sont splendides aussi. Voilà, je lui laisse la parole. Bonjour. D'abord, merci d'être venu. Ce n'est pas une chose facile de cibler un exposé quand on ne connaît pas du tout l'assistance au départ et quand en plus on sait qu'elle sera très variée. Donc, je vous prie de m'excuser si certains transparents paraissent trop puérils ou trop techniques. Il y aura probablement des deux. Il y a pas mal de notions qui sont certainement déjà connues par probablement une majorité d'entre vous. Ceci dit, je dois quand même bien passer par ces notions pour rendre le reste intelligible. Et en gros, l'exposé va se diviser en deux parties. Donc nous allons nous intéresser aux dernières évolutions physiques, surtout autour du modèle standard. Un peu vers la grande unification aussi, mais pour faire ça, le modèle standard c'est avant tout une unification des interactions faibles et des interactions électromagnétiques, et donc je voudrais passer un peu de temps au début, ce sera probablement les 2/3 de la première heure, sur quelques propriétés curieuses des interactions faibles, notamment le fait qu'elles violent les symétries de parité, donc qu'elles distinguent entre main gauche et main droite, et qu'elles engendrent une irréversibilité au niveau microscopique, et nous verrons, c'est un des graphes qui était sur la fiche, nous verrons à quoi cette irréversibilité correspond. Alors, on va commencer sans plus. Donc, apparemment, j'ai quelques problèmes avec aussi. Donc, on commence, en fait, déjà dans l'actualité, si vous voulez, puisque la première unification de force c'était entre le magnétisme et l'électricité, deux forces qui étaient extrêmement similaires, puisqu'elles s'agissent à longue distance, extrêmement similaires, mais il a quand même fallu du temps pour les unifier, et c'est finalement Maxwell qui le fait à la fin du XIXe siècle, en établissant des équations, où il trouve que dans ces équations, il trouve qu'il y a une propagation d'onde à une certaine vitesse c, qui est la vitesse de la lumière. Petit détail, après coup, il se rend compte qu'il a oublié de dire dans quel référentiel, et donc on sait que la lumière se propage à la vitesse c, mais on ne sait pas dans quel référentiel. Ou plus exactement, elle se propage à la vitesse c dans n'importe quel référentiel. Bon, c'est un peu curieux, quand on dit que la vitesse du son c'est 340 mètres par seconde, ben, ça ne nous pose pas de problème. Parce que c'est par rapport à l'air. S'il y a un courant d'air, ben le son est entraîné par le courant d'air et les vitesses s'ajoutent. Dans le cas de Maxwell, ben, on n'a pas précisé de milieu, d'éther comme l'air, et donc ça c'est une relation un peu mystérieuse, un résultat mystérieux, et ça conduit à revoir les transformations, la mécanique. On passe de la mécanique de Newton à celle de Lorentz, on change la formule d'addition des vitesses, de telle sorte que quand on ajoute deux petites vitesses à basse énergie, ben ça s'ajoute comme d'habitude. Lorsqu'on ajoute C et C à haute énergie, ben C plus C, ça fait encore C.
Donc la formule d'addition des vitesses va devoir être modifiée et on a quelque chose comme V', si on a un référentiel qui va à une vitesse V, on aura, et qu'on a dedans, dans ce référentiel-là, un objet qui va à une vitesse V', la vitesse résultante sera V plus V' sur 1 plus VV' sur C carré. Et alors on voit très bien que tant que V et V' sont beaucoup plus petits que C carré, ben on a la vieille formule d'addition. Et lorsque V et V' s'approchent de C carré, ben C plus C, ça fait 2C, divisé par 1 plus 1, ça fait divisé par 2, ben on retrouve bien C, et on a effectivement cette formule d'addition des vitesses. Alors, pourquoi je redécouvre un peu ce transparent que j'avais mis en introduction sans trop y penser. Pourquoi est-ce que j'ai réécrit cette formule-ci? Parce que c'est effectivement ce qui est un peu mis en question maintenant par l'expérience Opéra. Et là, pour ce qui est des neutrinos, ben, si vous avez des questions, je ne pourrai pas m'empêcher d'y répondre, d'essayer d'y répondre, mais en fait, c'est Pierre Villain qui vous fera prochainement un exposé sur les neutrinos. Donc ce n'est pas du tout le propos de cet exposé, mais ça peut être intéressant un jour de revisiter ces questions. Donc, grand résultat d'unification des interactions électriques et magnétiques, et une nouvelle vision de la géométrie. D'abord, toutes les équations étaient quasi écrites par Maxwell, Lorentz, Poincaré, etc. Surtout Lorentz, ici dedans. Et puis après, une nouvelle interprétation d'Einstein. Il dit oui, mais ça ne vaut pas seulement pour la lumière, ça vaut pour tout le monde. Et on a ce genre de formule. Donc ça, c'est un grand succès. Et puis, on voudrait aller un peu plus loin. Maintenant, on a gagné l'unification électromagnétique. On a deux autres types de forces au niveau microscopique. L'interaction faible, dont nous allons parler plus en détail, et les interactions fortes. Et puis, il y a encore une chose, la gravitation. Alors, techniquement, on appelle ça l'unification électrofaible, ou le modèle standard. La grande unification, si on arrive vraiment à unifier ces trois forces, pas seulement à les juxtaposer, mais à les unifier, et puis c'est l'hypothétique théorie du tout, où il faudra voir un peu plus loin, au-delà de la théorie des champs. Donc les échelles, le plus simple, bon, masse et énergie, c'est la même chose, depuis Einstein, hein. Donc le plus simple, c'est de penser en termes de masse du proton. La masse du proton, c'est 1 giga-électron-volt. Alors 1 giga-électron-volt, c'est 1 million de fois l'énergie d'un électron dans un téléviseur. Pour situer les choses. Donc, hein? Non, il y a 1 kilo. 1 giga-rayon. 1 giga. Dans un téléviseur, il y a 1 kilovolt. Un ancien téléviseur, excusez-moi, j'aurais dû dire un ancien téléviseur cathodique, il y a à peu près 1 kilovolt d'accélération. Et donc ça fait 1 kilovolt, et puis ici on est à 1 giga, c'est-à-dire 10 exposant 6 fois. Ça fait 1 million de téléviseurs bout à bout, si vous voulez, pour faire ce genre d'accélération. Alors, donc 1 giga-électron-volt, c'est la masse du proton. Ici, on se situe à 100 fois la masse du proton, environ, et on va avoir, 100 fois la masse du proton. Avec le LHC, on teste quelques milliers de fois la masse du proton, téra-électron-volt, et lorsqu'on veut unifier la gravitation, ben, là on se trouve beaucoup plus loin. Excusez-moi le côté un peu enfantin, certains transparents, parce que ce sont des transparents qui ont été utilisés pour diverses présentations, et donc j'ai parfois dû éviter de mettre les notations en exposant. Alors on va regarder là-dessus, on va se concentrer sur ceci. Et pourquoi unifier les interactions faibles électromagnétiques? A priori parce qu'on a envie de continuer le travail de Maxwell et compagnie, et que c'est l'étape suivante.
En plus, parce qu'il y a quand même pas mal de similitudes, on les verra dans un graphe qui suit. Mais il y a aussi énormément de différences. Et la première différence, c'est la portée. La portée des interactions électromagnétiques, c'est en gros l'univers. C'est-à-dire qu'avec un radiotélescope suffisamment grand, on peut capter des photons qui viennent de l'autre bout de l'univers. La portée des interactions faibles, elle est tellement petite qu'aucun d'entre vous n'a remarqué qu'il y avait des interactions faibles. Il nous faut des outils assez exceptionnels pour pouvoir mettre en évidence ces interactions faibles, alors qu'il nous suffit d'une radio bon marché pour capter les ondes électromagnétiques. Et donc la portée, oh bon, j'ai fait le calcul là-bas, vous pouvez essayer de voir comment on y arrive, mais la portée est essentiellement ridicule. Donc on a deux forces qui sont extrêmement différentes et qui sont qu'on va quand même vouloir unifier. Alors pourquoi et comment? Donc ça c'était les portées de ces deux forces. Et pourquoi et comment? Voilà. L'image est la suivante. Donc l'interaction faible, elle va par exemple intervenir dans la désintégration du muon, dans de la diffusion d'électrons sur un proton. Donc ceci c'est la réaction électron. Oh, je peux vous faire la réaction neutron va en proton, électron, antineutrino. C'est exactement la même réaction qu'ici, elle est prise à l'envers. Donc j'ai ici un neutron qui irait en proton en émettant un... oui, ici, il faut que je change mes flèches. En mettant un électron et un antineutrino. Ça, c'est la désintégration bêta. Donc une désintégration nucléaire basique. Le rayonnement bêta, c'est un rayonnement que l'on mesure très facilement. Et on voit sur les graphiques qui définissent ces deux interactions, on voit une analogie au moins formelle, c'est-à-dire qu'ici on a une diffusion entre un électron et un proton, avec échange d'un photon, et ici on pourrait imaginer décrire le processus exactement de la même façon, à part que l'électron, sans être un électron, devient un neutrino, et qu'un des quarks du proton, le quark U, devient ici un quark D. Donc si on regarde cette partie-ci, la partie connectée ici du diagramme, et si on regarde celle-ci, c'est formellement la même chose. Mais la différence, c'est qu'ici, nous échangeons un photon dont nous savons que la portée est infinie. Portée infinie, ça se traduit par masse de la particule. Donc si nous avons une portée infinie, ça veut dire que la masse de la particule est nulle. Par contre, une portée quasi impossible à mesurer, on n'a jamais vu le temps de vol d'un W, ça traduit par une masse élevée, et en fait, l'échelle de masse à laquelle on se trouve, c'est 80 fois la masse du proton. Au moment où cette unification a été postulée, on n'avait jamais dépassé des énergies de 10 fois la masse du proton, donc on postulait l'existence d'une particule qui est 10 fois plus d'énergie qu'on n'en avait jamais produit en laboratoire. Et alors comment peut-on, dans une même théorie, unifier des choses aussi différentes? Je crois qu'il y a un journaliste qui avait parlé du mariage d'un poisson et d'un oiseau, mais c'est effectivement la question qui sera adressée, à laquelle on s'adressera dans la suite du cours. Alors maintenant, je voudrais faire la digression que j'ai annoncée, pour dire que non seulement les interactions faibles diffèrent des interactions électromagnétiques par le fait qu'elles ont une portée extrêmement limitée, bon, c'est déjà pas si mal. Le fait qu'elles soient faibles et qu'elles aient une portée limitée n'empêche pas qu'elles soient très très présentes. Par exemple, à chaque seconde, chacun d'entre nous reçoit des centaines de milliards de neutrinos venant du Soleil et provenant de l'interaction faible dans le Soleil, avec cette interaction faible permettant les réactions de fusion dans le Soleil et permettant finalement que la Terre soit réchauffée par le Soleil. Donc, à chaque instant, nous sommes traversés par des centaines de milliards de neutrinos, de jour comme de nuit, qu'il y ait des nuages ou pas, parce que ces neutrinos passent à travers tout. Et ils passent à travers tout parce que précisément, c'est une interaction faible. On peut lancer ces particules à travers la Terre, il n'y en a qu'un nombre infime qui sera arrêté et
Bon, il nous faut des détecteurs extrêmement spécialisés pour les voir. Ça, c'est Pierre Villain, vous en parlons. Alors, ici, je tombe sur des transparents qui avaient été faits. En fait, je les ai repris, mais qui avaient été faits plus ou plus dans l'esprit d'une école secondaire. Donc, on va avoir un graphisme qui est un petit peu, qui sera peut-être un peu irritant pour certains d'entre vous. Je vous prie de m'en excuser, je n'ai pas voulu refaire tous les transparents, sinon je peux aussi travailler le tableau. Donc, la question que nous avons, est-ce que les interactions fondamentales connaissent la différence entre passé et futur? Alors, nous ne connaissons que trop bien la différence entre passé et futur, parce que nous connaissons le vieillissement, par exemple, qui est probablement un exemple d'effet anthropique, c'est-à-dire que nous savons qu'il y a cette évolution vers le désordre, et ça se passe, quand on parle de désordre, on pense à un système de particules. Si je prends un grand volume comme celui-ci, que j'y lâche une petite quantité un peu d'éther ici, par exemple, l'éther ne va pas rester localisé ici, il va tendance à envahir de façon chaotique tout le volume et éventuellement donc à maximiser ce qu'on perçoit comme étant le désordre. Donc il y a cette évolution vers le désordre, mais qui n'est vue que pour un grand nombre de particules, et dans une bonne mesure, la chimie et les organismes vivants sont contrôlés par ce type d'évolution. Mais qu'en est-il au niveau des processus simples? Et la première réponse que l'on a au niveau des processus simples, c'est de dire, ben non, si vous prenez un pendule, je prends un pendule idéal, donc je ne fais pas des histoires de friction qui impliquent beaucoup de particules, je prends un simple fil sans masse avec un poids au bout, et puis je travaille dans le vide. Bon, si je prends un pendule, ben il oscille, je vais filmer ce pendule, je vais repasser le film à l'envers, il n'y a rien qui ressemble plus à un pendule qui oscille de gauche à droite qu'un pendule qui oscille de droite à gauche, surtout qui revient sans arrêt. Donc, au niveau de la mécanique habituelle, on a l'impression, des forces mécaniques telles que nous les voyons tous les jours, c'est vrai que c'est une idéalisation qu'il faut enlever les frottements, qu'il faut se ramener à une particule, mais on a l'impression d'une idéalisation dans laquelle les phénomènes sont réversibles. Alors, le point que je veux faire, excusez-moi, je vous dis, c'était destiné à l'école secondaire au départ, et je n'ai pas eu le courage de tout refaire. Pas ceci, ça c'est rapide à faire, mais par la suite, il y a quand même quelques graphiques qui sont un peu plus délicats. Les particules distinguent les particules élémentaires. Au niveau d'une particule élémentaire, on peut distinguer non seulement entre passé et futur, mais aussi entre gauche et droite. Et donc, commençons par parler de la symétrie gauche-droite. Alors, je reviens à la réaction que j'avais écrite au tableau. C'est le neutron se désintègre quand les interactions de l'état produit un électron et produit un neutrino. Rien que de très banal. C'est une réaction qu'on voit tous les jours. Et le but ici, c'est de montrer que cette réaction va nous permettre de distinguer entre gauche et droite. Donc, si vous essayez, sans utiliser ce genre de processus, d'expliquer à quelqu'un ce qu'est gauche et droite, vous l'appelez au téléphone, par exemple. Bon, un exemple classique, c'est introduit par Feynman, c'est de dire qu'il entre en communication avec des martiens. Il décroche son téléphone, il appelle les martiens, et puis il essaye de leur expliquer que quand on va se rencontrer pour la première fois sur Terre, l'habitude c'est de tendre la main droite. La main droite, dit le martien, qu'est-ce que vous voulez dire, droite Alors, vous essayez, c'est de téléphoner à quelqu'un cet après-midi et de lui expliquer ce qu'est une main droite. Et c'est à supposer qu'il ne sache pas. C'est extrêmement difficile de le transmettre au téléphone. Quand il y avait des téléphones filaires, vous pouviez dire peut-être le sens du cordon, le sens d'enroulement du cordon, mais à part ça, c'est pas facile. C'est vrai qu'avec les martiens, on pourrait utiliser la polarisation de la lumière, des ondes électromagnétiques pour le faire, mais en gros, c'est pas une notion facile à transmettre. Alors, ici, on a une expérience qui va nous permettre de caractériser une main droite. C'est une vieille expérience qui était faite par Madame Wu dans les années 50. On fait la même désintegration que celle-ci,
mais cette fois-ci au sein d'un noyau de cobalt qui va s'intégrer en nickel et ensuite un électron et un antineutrino. Pourquoi le cobalt? Parce que le cobalt est ferromagnétique, et donc en mettant le cobalt dans un champ magnétique, je vais pouvoir aligner les spins de cobalt. Les noyaux ont un spin, donc un moment angulaire, donc une direction privilégiée si vous voulez, et donc en mettant ce cobalt dans un champ magnétique, je vais pouvoir aligner les spins dans une direction que je contrôle. Alors attention, pour faire ça, j'ai dû construire mon champ magnétique avec un bobinage, et vous voyez que ce bobinage est bobiné dans le sens de la main droite. Donc j'ai dû choisir une main pour dire que j'ai fait ce bobinage. Donc je dis à mon martien, écoute, tu prends une main quelconque, et tu fais un bobinage en tire-bouchon pour cette main-là, à supposer qu'il sache chacun un bouchon, mais je suppose que même sur base, ça suffit. Alors, dans la désintégration, nous avons des électrons qui sortent, et s'il n'y avait pas de différence entre main droite et main gauche, donc si cette direction d'orientation des noyaux de cobalt n'était pas importante, mais les électrons devraient sortir de façon égale des deux côtés. Ça devrait être indépendant d'orientation. Donc ça devrait être indépendant du choix d'un bobinage gauche ou droit au départ. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que dans leur immense majorité, les électrons s'échappent à l'opposé de la direction ainsi choisie. Si j'avais fait réalisé mon bobinage en utilisant une main gauche, les spins auraient été orientés autrement et j'aurais eu le résultat opposé. Donc, je dis à mon martien, tu prends une main quelconque, tu réalises un bobinage, tu envoies un courant dedans avec des vrais électrons. Bon, les électrons, c'est facile, c'est la particule chargée la plus légère que tu trouves sur ta planète, donc très facile. On réalise cette manip avec des électrons, une main quelconque. Si les électrons sortent à l'opposé du bobinage, ben, tu avais bien choisi la main droite. S'ils sortent dans le sens du bobinage, ben, bon, c'était une main gauche, et puis tu recorriges et on revient en arrière, et on a défini la main droite. Donc c'est une façon d'illustrer que les interactions faibles violent la parité gauche-droite. On va y revenir parce que je veux formuler de diverses façons. Alors, une autre façon de voir les choses, nous savons que, ici on établit les choses, nous savons que le passage d'une main droite à une main gauche, c'est essentiellement une opération de miroir spatial. Donc une autre façon de voir les choses, c'est de dire, est-ce qu'une expérience que je réalise et que je regarde ensuite dans un miroir, je réalise une expérience sur cette table, je mets ici un miroir, et je regarde dans le miroir quelqu'un qui me ressemble très fort mais qui est gaucher, soit ça ne me pose pas de problème, on peut trouver des gauchers pour faire l'expérience, mais je vois une expérience qui est réalisée dans le miroir avec un appareillage qui est exactement l'image miroir du mien, donc là où j'aurai des bobinages à droite, il y aura des bobinages à gauche. Et est-ce que l'expérience que je vois dans le miroir est réalisable? Bon, j'ai repris exactement l'expérience que nous avons ici, à part que pour être complet, j'ai mis le circuit électrique qui alimente l'aimant. Et voilà ce que nous avons. Ceci, c'est l'expérience telle qu'elle est réalisée. Ça, c'est son expérience miroir. Et on voit immédiatement que l'expérience miroir n'est pas réalisable. Parce que, effectivement, dans l'expérience miroir, les électrons vont dans le mauvais sens par rapport au montage. C'est essentiellement la même chose que ce que j'ai dit pour l'ordre, jusqu'ici. Donc, excusez-moi, ceci, ça c'est l'expérience, ceci c'est l'expérience, la vision que j'ai dans le miroir. Donc je regarde simplement ce qu'il y a dans le miroir, et puis je fais autre chose, je prends l'appareil tel que je le vois dans le miroir, je dis à quelqu'un de réaliser l'appareil tel qu'il est vu dans le miroir,
je lui fournis des tas de vis à gauche et ainsi de suite pour le faire, donc il faut aller dans le détail. Donc il réalise très méticuleusement l'appareil vu dans le miroir, il réalise l'expérience, et ce qu'il trouve, c'est ça. Et donc nous avons un désaccord entre l'expérience vue dans le miroir et l'expérience réelle réalisée avec l'appareillage tel qu'il est vu dans le miroir. Oui. Et une flèche qui me trouble là, en haut à gauche, la flèche de droite. Oui. Elle ne doit pas être vers le bas. La flèche de droite. En haut à gauche. Le spin du cobalt. Non, le spin du cobalt reste aligné sur le champ magnétique. Et quand on regarde, le champ magnétique est toujours... Le champ magnétique reste dans la même direction parce que le sens du courant a été changé. Non, il faut... C'est un petit exercice aussi, hein, c'est un petit jeu. Donc il faut regarder que le sens du bobinage a l'air d'être le même, mais le sens du champ, le sens du courant a changé. Et donc quand on fait tout le jeu, donc attendez, d'abord ceci c'est seulement l'image miroir, donc dans l'image miroir je ne voudrais pas mettre ces flèches là dans l'image miroir, je voudrais juste mettre les électrons qui sortent, et dans l'appareillage réalisé dans le miroir, c'est effectivement ce qu'on a. Donc effectivement, en fait, il vaudrait mieux que je ne mette pas ces flèches dans l'image miroir, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Excusez-moi, j'avais mal compris votre... Bien, donc jusque-là, nous avons une chose importante, c'est que l'électromagnétisme conserve la parité, c'est le renversement gauche-droite, et les interactions faibles violent, et en fait violent de façon maximale la parité, on ne peut pas la violer plus. Quand on regarde en détail les processus, on s'aperçoit que la relation de parité est complète. Maximum. Ce n'est pas un petit effet. Alors, est-ce qu'on peut faire la conclusion que si nous avons une violation de la parité et de la symétrie P, comme les équations d'Einstein relient l'espace et le temps, nous allons d'office avoir une violation de la symétrie T. En fait, ce n'est pas de renversement du temps. En fait, ce n'est pas vrai. Donc, je vais simplement sauter ceci. Et je dois passer à un autre chapitre qui est la relation entre matière et antimatière. Bon, alors, matière et antimatière, et vous allez voir que l'histoire des Martiens, effectivement, se continue. L'histoire des Martiens, c'est vraiment l'exemple emprunté à Feynman, hein, qui avait vraiment bien développé ça au moment où il a beaucoup discuté la question de parité. Et donc, nous devons maintenant introduire la notion d'antimatière. Alors, pour la plupart, je crois que pour un bon nombre d'entre vous, c'est une notion qui est familière, mais je voudrais quand même y revenir. D'abord, ici des Martiens, vous avez vu que je parlais de la main gauche des Martiens. Ce n'est pas nécessairement facile à définir quand ils ont trois membres. Enfin, on parlera de la main la plus à gauche ou la plus à droite. Matière et antimatière, ça remonte à la relation que tout le monde énonce quand on veut parler d'une loi physique. C'est E égale mc carré qui sort. Et en fait, c'est pas ça qui sort. Lorsqu'on fait un petit peu la variance de Lorentz, la relation qu'on trouve, c'est pas E égale mc carré, c'est la relation quadratique qui est au-dessus. C'est E carré égale m carré c4 plus p carré c carré. Ça, ceci, c'est l'équivalent du théorème de Pythagore. C carré égale A carré plus B carré. Eh bien, vous avez E carré égale M carré C4 plus P carré C carré. C'est essentiellement le théorème de Pythagore, mais dans l'espace de Lorentz. Donc, c'est comme ça que ça sort. Le théorème de Pythagore, il ne sort pas avec une racine carrée. Bien, ici, on ne sort pas non plus avec une racine carrée. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut trouver des solutions à cette équation quadratique, eh bien, on peut effectivement prendre plus ou moins la racine carrée, on a toujours des solutions. Donc, je peux trouver à cette équation des solutions d'énergie positive ou des solutions d'énergie négative. Ça n'a absolument rien de
choquant. D'ailleurs, en mécanique classique, le zéro d'énergie, on le met où on veut, énergie positive, énergie négative, ça n'a pas beaucoup d'importance, ça dépend où on définit le zéro. Le problème, c'est que lorsqu'on est en mécanique quantique, des solutions d'énergie négative, c'est très gênant parce que on risque toujours d'avoir un passage par effet tunnel vers des solutions à des énergies de plus en plus négatives et la théorie ne peut plus être définie. Ça peut marcher en mécanique classique, ça ne peut pas marcher en mécanique quantique. Alors, en mécanique quantique, on réinterprète les choses autrement. La solution on parle de création ou de destruction. La solution à énergie positive, on dirait que c'est la création d'une particule d'énergie positive. Je reviendrai après. Et la solution à énergie négative, eh bien, on dira que c'est la création d'une antiparticule. Et l'antiparticule porte une énergie opposée à la particule dont elle vient. Donc, la solution E égale 0, je l'interprète comme création d'une particule d'énergie plus grande que 0. Et la solution E plus grande que 0, la solution E plus petit que 0, je la réinterprète comme destruction d'une antiparticule d'énergie négative. Donc, si j'ai création d'une énergie positive, j'ai bien une solution à énergie positive. Si j'ai destruction d'une énergie positive, une antiparticule d'énergie positive à nouveau, eh bien, ça correspond bien à la solution d'énergie négative. Bon, je sais que c'est un peu abstrait, mais c'est la façon dont on s'en sort. Et non seulement on s'en sort, mais cette prédiction de l'antiparticule, qui a la même masse que la particule, qui a les charges opposées, cette existence de l'antiparticule a été prédite par Dirac et a été vérifiée quelques années après dans le rayon cosmique. On a trouvé le positron, qui est l'opposé de l'électron. Des antiparticules, on en produit tous les jours. Il y en a qui sortent de détecteurs d'incendie, par exemple. Non, excusez-moi. Si vous faites un examen par caméra PET dans un hôpital, Positron Emission Tomography, eh bien, la caméra PET qui est utilisée là-bas, elle utilise des positrons précisément, donc elle utilise des antiparticules. Je veux dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous ferai peut-être le préciser. Alors, c'est quelques exemples d'antiparticules. Que se passe-t-il si on change maintenant simultanément particules et antiparticules? Eh bien, j'avais ici mon expérience, j'ai l'image miroir de l'expérience, et j'ai ici l'expérience réalisée avec l'appareillage tel qu'il est vu dans le miroir. Alors, cette expérience-là est faisable, elle diffère de ce que je vois dans le miroir. Et puis maintenant, je vais être un petit peu plus méchant vis-à-vis de mon collègue qui est censé faire l'expérience de l'autre côté du miroir. Je vais lui dire, tu prends non seulement des vis à gauche, etc., mais en fait, tu construis tout l'appareil en antimatière. Et si on fait cette expérience, qui est évidemment une expérience de pensée, parce que le collègue ne vivrait pas très longtemps à manipuler de l'antimatière à main nue comme ça, mais dans cette expérience de pensée, qui est cette expérience de pensée, quand je la dessine comme ceci, mais au laboratoire, on peut la réaliser sur des particules individuelles, on peut réaliser exactement la même expérience, elle serait moins démonstrative, mais on peut la faire sur des particules individuelles. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, lorsqu'on prend l'appareil vu dans le miroir, qu'on le construit avec l'antimatière, on retrouve l'image que l'on avait initialement, on retrouve une expérience possible, et donc la symétrie P et la symétrie C,
C, c'est matière, antimatière, c'est ce qu'on appelle la conjugaison de charge. La symétrie de matière-antimatière est vraie pour l'électromagnétisme, elle n'est pas vraie pour les interactions faibles, mais lorsque je fais simultanément le passage à l'image miroir et à l'antimatière, alors les choses sont rétablies et à première approximation, la symétrie CP, donc passer de gauche à droite et de matière à antimatière, est permise. Autrement dit, si vous avez un personnage droitier, les lois sont symétriques si on passe à l'antipersonnage gaucher. C'est la symétrie CP, voilà ce qu'il en est. Alors, attention, on va avoir quand même quelques ennuis avec l'antimartien, on va le voir. Ce qui veut dire qu'on a des ennuis, parce que, imaginons que nous ayons communiqué avec un martien, s'il était formé de matière, effectivement, je lui donne le truc du solénoïde, il prend une main, il voit par où vont les électrons, et il identifie correctement sa main droite. Et donc, quand je le rencontre, je n'ai pas de problème, on se tend la main à droite, lui la main la plus à droite, et puis on se débrouille. Oui, mais si par hasard le martien était fait d'antimatière, bon, ben, les choses se déroulant comme ceci, je fais une réflexion matière-antimatière, je la compense par une réflexion gauche-droite, et lui aura compris que c'est la main gauche ce qui est pour moi la main gauche qui doit me tendre, et donc, lorsque je le rencontre, je vois qu'il me tend la main gauche, et je me dis qu'il y a quand même peut-être des dangers. C'est quand même mieux éviter les accidents de plomb. Ça, c'est toujours l'histoire de Feynman. Alors, on arrive enfin à l'irréversibilité microscopique. Donc, nous avons vu que les interactions faibles violent P, violent C, donc ça veut dire que je peux identifier gauche et droite, mais modulo la distinction particule-antiparticule. Et donc, jusqu'ici, je suis à nouveau dans le lac, je ne peux pas arriver à communiquer à mon martien la notion de gauche et droite, parce que je ne sais pas, a priori, si lui est fait de matière ou d'antimatière. Et apparemment, il n'y a pas moyen d'en sortir si cette symétrie CP est conservée. Donc, nous avons une symétrie qui a l'air de nous résister. Et ce n'est pas un hasard, c'est vraiment la symétrie fondamentale des interactions de jauge, donc de tout ce qui est la génération de l'électromagnétisme. Cette symétrie CP, c'est la vraie généralisation des symétries de l'électromagnétisme, et c'est pour ça qu'elle est extrêmement solide. Elle est extrêmement solide, mais pas complètement à l'épreuve des balles. Donc CP, ça veut dire on ne peut pas distinguer matière, je vais mettre gauche pour dire main gauche, d'antimatière droite. Donc la définition matière-antimatière est toujours liée à la définition gauche-droite, et je n'ai pas une façon unique de dire à quelqu'un qu'il a affaire à de la matière gauche ou à de l'antimatière droite. On est coincé. Et en l'année 1964, ce n'était pas tout à fait une surprise. Il y a deux choses qui sont passées. C'est le mécanisme de Brock-Angler et Higgs qui est apparu, qui a permis à terme d'unifier les interactions faibles électromagnétiques. Et il y a une deuxième chose qui est apparue complètement indépendamment, c'est la relation de la symétrie CP. Alors ça, c'était, si vous voulez, au niveau des interactions fondamentales, c'était un petit peu une surprise. On a dit que c'était une découverte expérimentale qui avait bouleversé les théoriciens. En fait, si on va regarder l'histoire, ce n'est pas vrai. Lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une violation de la symétrie gauche-droite, il y a notamment un groupe de théoriciens russes, dont Lev Okun, Landau ne s'y est rallié que sur le tard,
qui a dit, mais si on sait que la symétrie P est violée, il faut aller voir si la symétrie CP est respectée, il faut aller voir si la symétrie T, le renversement du temps, est respectée. Alors, c'est très important cette violation de CP parce qu'il existe des opérations de CP, parce qu'en fait, il existe un théorème général qui est TCP, qui est valable en gros pour toutes les théories locales, qui veut dire que cette combinaison-là est toujours respectée. C'est le renversement simultané du sens du temps, de gauche-droite et de particules antiparticules. Et donc, si on a une violation de CP, ça entraîne, bon, avec peut-être quelques précautions oratoires, ça entraîne une violation de T, c'est-à-dire qu'il existe pour une particule élémentaire une différence entre passé et futur. Donc, je vais voir comment j'évolue au point de vue temps. Pas longtemps, on est encore dans les temps. Alors, un exemple. Violation de la symétrie CP, ça veut dire que je dois pouvoir vous donner maintenant un exemple d'expérience où je peux distinguer de façon claire, sans référence à main gauche ou main droite, particules d'antiparticules. L'expérience est très simple. C'est d'ailleurs celle que Cronin a réalisée dans les années 60, en 64. On prend une cible de matière, par exemple. On y envoie un faisceau de protons. La cible de matière est suffisamment dense pour que la plupart des particules produites qui sont chargées soient arrêtées dans la cible. Bon, la cible chauffe, on sait s'occuper de ça et on a des ingénieurs pour s'en occuper. On ne se soucie pas trop du fait que la cible chauffe. Il y a quand même quelques particules qui échappent. Et parmi ces particules, des particules K0, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. À une certaine distance de la cible, disons qu'on recule de 20 parts par rapport à la cible, à une certaine distance de la cible, ces particules que je ne vois pas parce qu'elles sont neutres se désintègrent et donnent, par exemple, un proton et elles peuvent me donner deux choses. Pardon, ça c'est une erreur de notation. C'est une erreur de notation, c'est une erreur de police de caractère. Le P là est un pi en fait, donc il fallait mettre le caractère symbole. Donc il me donne ici soit un et plus et un pi moins, soit un et moins et un pi plus. Alors le bouclage ici correspond au fait qu'on est dans un champ magnétique, donc je peux clairement identifier si elle me donne un et moins, un et plus pi moins, ou un pi plus et moins. Et lorsque je fais l'expérience, je vois que j'ai 0,8% en plus. Hein, c'est comme dans les grandes surfaces, voilà, gratuitement 0,8% en plus des plus par rapport aux et moins. Donc, dans cette expérience-ci, il n'est pas question de gauche et de droite. Oubliez le champ magnétique, c'est uniquement pour identifier les particules. Il n'est pas question de gauche et de droite. Je fais l'expérience, j'envoie des protons sur une cible, soit je vais à 20 parts, je compte le nombre des plus et le nombre des moins, et je vois qu'il y a plus des plus que des moins, donc je peux dire, ben, celui dont il y a le plus, c'est l'antimatière. Et là, il n'est plus question de gauche et de droite, donc je peux définir matière indépendamment d'antimatière. Ayant fait ça, je peux donner l'information à mon martien et dire, ben, tu fais cette manip, voilà, et même dans ton monde, que ok, tu as ce résultat, si tu as plus, ce dont tu as plus, c'est des et plus. Vous allez me dire, c'est pas tout à fait vrai, parce que ma cible ici, il y a quand même une asymétrie. J'ai pris une cible de matière sur laquelle j'ai envoyé des protons. Alors je peux faire diverses choses. Je peux d'abord prendre une cible qui est essentiellement des protons, sur lesquels j'envoie des antiprotons. Et là, j'aurai une symétrie matière-antimatière dans mon processus. Ou je peux imaginer le processus complètement d'antimatière. Ou je peux prendre un dispositif différent, et je vais, par exemple, au faisceau LIR au CERN, où j'ai des protons et antiprotons qui entrent en collision, un à la fois. Et donc là, j'ai une symétrie parfaitement réalisée dans l'interaction.
je fais exactement la même expérience. Je vous en montrerai les papiers transparents. Je fais exactement la même expérience et je vois que effectivement, il y a toujours cet excès de positrons par rapport aux électrons, quel que soit le faisceau initial. Donc que mon martien soit fait de matière ou d'antimatière, peu importe, il aura toujours le moyen d'identifier le positron. Une fois qu'il a identifié la matière et l'antimatière, il peut définir gauche et droite sans problème. Donc nous avons une quasi-symétrie entre matière et antimatière, mais qui est quand même brisée de façon fondamentale. Alors, je dois préciser ici que l'existence de cette brisure, de façon un peu indirecte, elle n'est pas due à lorsqu'on fait l'interprétation théorique, nous allons y revenir, je le dirai dans la deuxième heure, elle n'est pas due aux interactions de jauge avec le W qui remplace le photon, elle est due à une interaction scalaire qu'on introduit, qui est rien d'autre que le boson de Brod-Angler-Higgs. Donc c'est pour ça que déjà en 1964, on avait les indications, dans cette manip de violation de CP, on avait les indications du besoin d'introduire des interactions scalaires, donc, qui seront le boson de Brod-Angler-Higgs, en plus de la généralisation naïve des interactions de jauge. Alors, maintenant, on peut se poser la question, je vous ai dit que CP était équivalent, je passe ceci. Je vais simplement vous montrer ce graphe-ci. Alors, dans ce graphe-ci, qu'est-ce que nous avons? Nous avons exactement la situation que je viens de décrire. On a un détecteur qui est concentrique, c'est le détecteur CP-LIR au CERN. Pourquoi il est appelé CP-LIR? Justement parce qu'il voulait tester CP. Et LIR, c'est, là je ne sais plus ce que c'est un accélérateur de basse énergie, mais qui en gros a proton, antiproton, je ne sais plus ce que le cycle fait. Alors qu'est-ce qu'on voit ici dedans? On a le faisceau qui arrive, les faisceaux qui arrivent perpendiculairement, il y a une interaction avec des particules secondaires, il y a cette particule neutre qui se propage, et puis qu'il se désintègre en donnant un électron, ce sera la trace rouge, ou un positron, je ne sais plus dans quel sens est le champ magnétique, et un pion négatif qui court dans l'autre sens. Donc c'est exactement cette expérience qui est réalisée. Vous faites cette expérience, vous comptez le nombre d'électrons, le nombre de positrons, et vous avez réalisé les choses. Mais cette expérience est intéressante aussi pour une autre raison, c'est que dans ce diagramme, j'aurais dû le dessiner, je ne sais pas si on voit quand je dessine au tableau, ça va? Ou il faut que je l'éclaire au tableau? Dans cette expérience, nous avons donc ici des particules qui se produisent, nous avons une particule neutre qui se propage ici, et qui va donner une désintégration. Et cette particule, c'est le K0 ou l'anti-K0. Ça, je vous le dis, c'est parce qu'on est des physiciens des particules. En fait, on peut reconstruire l'énergie, à partir de ceci, on peut reconstruire l'énergie des traces, on en déduit l'énergie de la particule entre les deux, et on en déduit son énergie sur l'impulsion, on en déduit sa masse. Donc on sait que c'est un K0 ou un anti-K0, et un anti-K0, ça s'appelle K0 bar qui se trouve. Alors, est-ce que c'est un K0 ou un anti-K0? Eh bien, c'est difficile à dire parce que les K0 et anti-K0 sont un drôle de système. Les K0 et K0 bar se transforment l'un dans l'autre, en l'autre, en vol. Alors ça paraît de l'alchimie. Je suis tout à fait conscient que c'est une affirmation qui est choquante, et je vais essayer de prendre une analogie. On est à la saison des betteraves. Alors, puisqu'on est à la saison des betteraves, il faut trouver un moyen d'éviter que les fournisseurs de betteraves, enfin, il faut trouver une façon de payer équitablement les fournisseurs de betteraves, de ne pas payer plus ceux qui arrosent joyeusement la betterave pour qu'elle prenne du poids. Après tout, c'est la quantité de sucre qui nous intéresse. Quand on veut faire ça, on utilise
un appareil que j'ai encore au laboratoire, et j'ai vérifié que c'est toujours, j'ai vérifié qu'un ingénieur agronome, que c'est toujours en application. On utilise ce qu'on appelle un sacharimètre, c'est-à-dire un appareil qui mesure les effets de polarisation. Et qu'est-ce qu'on fait? On met ici une lumière polarisée dans une certaine direction. Alors, si c'est une notion un peu difficile, pensez aux verres polaroïdes. Les verres polaroïdes, quand on les croise, on ne voit plus à travers, donc il y a une direction privilégiée de polarisation. Normalement, si on va regarder plus loin et qu'on met ici de l'eau, on va la retrouver polarisée dans la même direction. Et puis, s'il y a du sucre, en fait, on va avoir une rotation du plan de polarisation. Alors, l'image que l'on peut avoir, c'est que le K0, c'est une direction, le K0 bar, c'est une autre direction, et dans la propagation ici, on a une rotation entre K0 et K0 bar. Cette image est juste. Cette image est aussi juste pour les oscillations de neutrinos dont Pierre Villers vous parlera prochainement. Donc, c'est d'ailleurs vendu sur le net. Maintenant, cette expérience de polarisation n'est plus vendue pour les betteraves, mais elle est vendue comme une façon de démontrer aux étudiants les oscillations de neutrinos. Soit. Donc, ce que je veux montrer, c'est qu'il peut arriver que lors d'une propagation, ici c'est dans du sucre, là c'est dans le vide, une particule se transforme en une autre. C'est le cas du K0 et K0 bar. Et donc, nous pouvons mesurer la probabilité qu'un K0, excusez-moi, alors je dois faire la probabilité qu'un K0 aille en un K0 bar, et ou la probabilité qu'un K0 bar aille en un K0. Alors, si le renversement du temps est une symétrie, les deux doivent être égaux. Donc, si les processus microscopiques sont invariants sous le renversement du temps, je dois pouvoir transformer l'état initial en état final, et donc la transition K0 en K0 bar doit avoir la même probabilité que la transition K0 bar en K0. Alors, vous allez me dire, mais enfin, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, en fait, je peux identifier ici la particule comme étant un K0 ou un K0 bar, selon qu'elle me produit un électron ou un positron. Donc, je peux identifier l'état d'arrivée par la charge de la particule sortante. Donc, je sais si j'ai ici un K0 ou un K0 bar. Ici, à la production, je ne vais pas vous faire un cours de physique des particules, je vous demande de me faire confiance, mais en regardant, ici je n'ai pas particule neutre qui est émise ici, en regardant les autres particules qui sont émises en même temps, je peux aussi savoir si je suis parti avec un K0 et un K0 bar. Donc en faisant cette expérience, qui est en plus je trouve graphiquement très élégante, bon à part qu'il n'avait pas fait ce choix de couleur, j'ai un peu chipoté le transparent, c'était très gris au départ. Lorsqu'on peut identifier le K0, on peut identifier l'état final, et donc on peut mesurer la probabilité de transition K0 en K0 bar et K0 bar en K0. Et il n'y a pas de surprise, on trouve qu'elles sont différentes. Autrement dit, ça veut dire que pour une particule toute simple qui est créée, et je peux oublier tout le reste du dispositif, pour le système du K0, il y a une différence entre passé et futur. Il n'y a pas besoin de mettre une grande quantité de molécules comme quelques millilitres d'éther pour avoir un effet d'irréversibilité. Vous l'avez déjà au niveau d'une seule particule. Alors, toutes ces propriétés de violation de la parité, de la symétrie matière-antimatière, et finalement du renversement du temps, toutes ces propriétés sont des propriétés d'interaction faibles qui vont exactement à l'opposé des propriétés électromagnétiques. Et à ce moment-là, je crois que c'est peut-être un bon moment pour faire le suspense en bas de page et s'interrompre. À ce moment-là, on se demande mais quelle mouche les a piqués de vouloir unifier ces deux interactions. La suite au prochain numéro.
étions arrêtés sur cette conclusion-ci que, entre autres choses, les interactions faibles, qui ne respectent vraiment rien, ne respectent pas le renversement du temps. Alors, bon, c'était sans doute d'une façon assez compliquée d'arriver à ce résultat, parce que c'était la seule façon d'expliquer. Mais en fait, on peut faire une autre expérience de non-renversement du temps. Le calcul d'interaction faible prévoit que des particules, comme par exemple un neutron, possèdent un moment magnétique. Ça, on sait qu'ils ont un moment magnétique, donc ils sont défléchis par un champ magnétique, mais prévoit qu'ils possèdent aussi un moment électrique dipolaire. Et le fait de posséder en même temps ces deux propriétés est en fait une violation de la réversibilité microscopique. Alors, j'ai voulu vous donner un exemple. Comme on n'a pas encore mesuré cet effet, qui est extrêmement petit, c'est de l'ordre de 10-25 par rapport au phénomène qui respecte le renversement du temps, j'ai voulu vous donner un exemple d'une expérience qu'on peut réaliser. Alors, voici une expérience. On lance un neutron, supposons qu'on amplifie ce moment électrique dipolaire de façon à ce qu'on voit vraiment les choses. On lance un neutron dans un appareil qu'on appelle un appareil de Steiner-Gerlach, qui a essentiellement des champs magnétiques inhomogènes, mais ici on ajoute des champs électriques inhomogènes. Et c'est à nouveau un petit jeu, un petit exercice de suivre les flèches. On calcule la trajectoire de ceci et on voit qu'il est dévié 2 fois dans ce sens-là. Et puis, on fait l'opération de renversement du temps, on reprend l'état final, on le réinjecte comme ceci, on renverse évidemment le sens de tous les courants, puisqu'on veut renverser le sens du temps, et on s'aperçoit que la trajectoire est différente. Et donc, c'est en ça que le renversement, l'irréversibilité microscopique que nous avons ici, dans le cas des interactions fondamentales, des interactions faibles, l'irréversibilité microscopique n'a rien à voir avec les phénomènes anthropiques. Dans les phénomènes anthropiques, on a un grand nombre de particules, on évolue de ce que certains reconnaissent comme un état d'ordre vers ce que les mêmes reconnaissent comme un état de désordre. Et donc ça, c'est l'évolution anthropique, de la naissance à la mort, si on préfère. Donc, il y a une notion de dégradation dans le processus. On parle de dégradation de l'énergie. Lorsqu'on parle d'énergie mécanique en chaleur, c'est la même chose, une notion de dégradation. Ici, il n'y a aucune dégradation. Vous avez une particule, ben vous retrouvez une particule. Ce n'est pas très différent de la situation de quelqu'un qui prend sa voiture, qui va travailler le matin, qui prend un itinéraire, parce que c'est le plus pratique le matin, et le soir, il ne prend surtout pas le même itinéraire parce qu'il est encombré, et il en prend un autre le soir. Voilà, c'est quelqu'un qui va de chez lui au boulot le matin et qui revient le soir par un autre itinéraire, et il n'y a pas renversement du temps dans l'histoire. On sait si c'était l'itinéraire du matin ou l'itinéraire du soir qu'il y avait. Et donc, si on filme le bonhomme à l'envers, supposez qu'on fasse un peu abstraction de la circulation de la voiture, etc. Si on filme le bonhomme à l'envers, ben, on pourra dire si c'était le matin ou si c'était le soir, alors que, a priori, si on ne s'attend pas à ça dans le cas de particules élémentaires. Donc, je crois que j'aurais peut-être dû commencer par là, plutôt que par l'expérience, l'évidence expérimentale que nous avons, qui est exactement le même effet, mais ceci, je crois, est plus démonstratif. Là, vous avez une discussion, ça se trouve sur ma page web, il y a une discussion de ce truc-ci. Il ne faut pas oublier, donc, oui, il y a 3 sortes de temps. Il y a le temps microscopique qui correspond à cette irréversibilité-là. Il y a le temps anthropique que nous connaissons. Et il y en a un troisième, qui est le temps lié à l'expansion de l'univers. Et une question ouverte pour moi, c'est est-ce que ces 3 temps sont liés? Ça, si vous avez la réponse. Fin de la digression. Elle fut longue. On revient où on en était. On avait ces 2 types de forces qu'il nous faut unifier. L'électromagnétisme à longue portée, les interactions faibles à courte portée, et doué de tous les vices, vraiment des garnements qui cassent, qui brisent à peu près tout. Et comment est-ce qu'on va réaliser ça? Alors là, je vais passer dans des notions un petit peu abstraites, vous avez quelques dates ici. Mais l'idée a été
elle vient de 1964, lorsque Bragg et Englert, Higgs par la suite, et 3 autres physiciens encore un peu plus tard, ont introduit cette notion de brisure de symétrie. En fait, ils ne pensaient pas tellement aux interactions faibles. Ils pensaient surtout à trouver une façon de donner de la masse à la particule intermédiaire, et en donnant de la masse à la particule intermédiaire, d'assurer que sa portée soit courte au lieu d'être une portée infinie. Mais on doit penser maintenant, la façon d'y penser, c'est à une espèce d'espace des interactions. Alors, comment dire je vous ai pris une analogie ici. Imaginons qu'on ait un espace, ici, dans le décrire les interactions électromagnétiques et les interactions faibles. Et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une symétrie, c'est que si je regarde ma théorie initiale, je ne puisse, ce soit la même interaction, donc que je ne puisse pas initialement distinguer entre ces interactions. Et puis, cette symétrie va être brisée. Alors, symétrie, pour briser une symétrie, on doit se mettre dans un état instable. Vous avez un exemple de potentiel instable là-bas, vous en avez un autre ici. Nous apprenons par exemple, supposons qu'on parle d'une situation instable, je vais prendre une craie, voilà, je prends ma craie, je la mets comme ceci, et puis, si j'abandonne, elle va tomber. Bon, c'est pas tout à fait vrai en mécanique classique. En mécanique classique, si j'ai une situation instable, en principe, je peux y rester indéfiniment. En mécanique quantique, c'est tout à fait impossible d'y rester indéfiniment. Pourquoi? Parce que pour que je reste indéfiniment ici, il faut que je mette ma craie verticale et à vitesse nulle. Or, en mécanique quantique, on sait que si je la mets verticale, je n'ai pas d'incertitude sur la position, j'ai donc une incertitude infinie sur la vitesse. Et si au contraire je précise que sa vitesse est nulle, je ne sais plus qu'elle est verticale parce que j'ai une incertitude sur la position. Et donc, un état instable en mécanique quantique doit se désintégrer, on dit, doit évoluer vers l'état stable. Donc cette brisure est impliquée. Alors, dans cet espace d'interaction, toutes les directions sont équivalentes. Simplement la craie va tomber dans une direction, et après coup je vais venir et dire la direction est tombée, c'est l'électromagnétisme. C'est vraiment comme ça que ça se passe quand on résout des équations. Je ne vais pas vous écrire des équations maintenant, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe quand on résout des équations. Alors, c'est un petit peu de publicité sur les prix Nobel. Vous voyez qu'il y a eu toutes ces découvertes qui ont conduit souvent à des prix Nobel. Et cette notion de brisure spontanée de symétrie a reçu le prix Wolf, a reçu le prix de l'EPS, a reçu avec d'autres le prix de l'American Physical Society, mais jusqu'ici n'a pas reçu le prix Nobel. De même, le mélange des quarks de Cabibot n'a pas été primé par le prix Nobel, il était récemment primé par le prix de l'EPS. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu? À mon avis, c'est une erreur parce que le mécanisme est très largement prouvé, mais on se retranche vers le fait qu'il manque une particule. Peut-être d'ailleurs qu'elle ne manque pas, mais ça c'est une autre question. Il manque une particule qui est prédite en tout cas par la forme la plus simple du modèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une façon de réaliser ce modèle, lorsqu'on veut faire ça de façon plus mathématique, c'est d'écrire le potentiel pour la craie, si vous voulez, et on voit qu'on a un maximum de potentiel lorsque la craie est verticale et un minimum lorsqu'elle tombe dans une direction précise. On peut représenter ça comme le système évoluant ici. Et donc, je dois, en quelque sorte, créer ce potentiel. Et ce potentiel, tant que j'écris des particules de jauge, comme le photon, je ne peux pas le créer. Pour créer cette instabilité, je suis obligé d'introduire un nouvel élément dans le Lagrangien des interactions, donc dans les équations qui gouvernent les interactions. Et ce nouvel élément, je peux le faire de beaucoup de façons, mais la façon la plus simple, c'est une particule scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une particule scalaire? C'est la particule la plus simple à laquelle on peut penser, à part qu'on n'a jamais observé, en tout cas, n'a jamais observé de particule fondamentale. Si vous pensez à une balle de tennis, vous regardez deux joueuses de tennis qui
qui s'envoie des balles avec tous les effets de lift et de coupé et compagnie que vous pouvez voir. Ça correspond à l'électromagnétisme. Ce sont toutes des balles qui ont un spin qui correspondent à l'échange de photons. Et puis il y a la bête balle à la Becker, ça va vite mais ça va tout droit. Ben, ça c'est plus ou moins l'interaction scalaire, à part qu'on n'a pas encore observé de scalaires fondamentaux. Donc réalisation la plus simple de la brisure de symétrie, mais il y en a d'autres, c'est d'introduire un scalaire. Réalisation intermédiaire, c'est d'introduire plusieurs scalaires, et puis on va voir la suite. Alors, lorsqu'on regarde ce scalaire, ce potentiel, en fait, les masses sont liées à la courbure de ces courbes. Et vous voyez que pour une même brisure de symétrie, et la brisure de symétrie, c'est ce qui me donnera la masse du W, donc sur cette échelle, ceci, je sais ce que c'est, ceci c'est 80 GeV, 80 fois la masse du proton, ça je sais exactement ce que je dois avoir, mais je peux l'avoir d'un tas de façons différentes en prenant des potentiels plus ou moins courbés. Et ces potentiels plus ou moins courbés correspondent à des masses différentes de la particule supplémentaire que je dois introduire, qui est le boson de Broad, Angler et Higgs. Et ce graphe-ci vous illustre pourquoi je ne peux pas prévoir la masse de la particule. Parce que je n'ai jamais observé cette particule jusqu'ici. Tout ce qu'elle doit me donner, c'est un minimum à un certain endroit, et à quel point ce minimum est aigu, elle ne me le dit pas. Donc, il me reste un paramètre dans la théorie, et il n'y a rien à faire, on ne peut pas le contraindre, en tout cas, tant qu'on reste au début du calcul. Alors ça, c'est pour illustrer. Bon, j'ai quand même mis ce graphique, ceci, c'est juste pour partir un petit peu dans l'histoire. Nos amis américains, donc il y a eu des prix, notamment le prix Wolf, qui ont distingué Broad, Angler, Higgs. Et nos amis américains ont, des années après, insisté que oui, mais il y a aussi Guralnik, Huygens et Kibble. Et lorsqu'on a le malheur d'écrire le boson de Broad, quand on écrit boson de Higgs, ça ne dérange personne, apparemment. Je ne sais pas très bien pourquoi. Quand on écrit le boson de Broad, Angler et Higgs, on a sa boîte aux lettres inondée de courriels haineux en expliquant qu'on est vraiment très méchant. Parce qu'en fait, ils ont publié cet article dans le même volume de Physical Review Letters. Alors, le même volume de Physical Review Letters, vous savez, c'est comme ces illustrés qu'on reçoit. Vous avez le volume numéro 1, fascicule 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ben, voilà, ça c'est un volume de Physical Review Letters, et la publication est hebdomadaire. Donc, quand ils disent que c'est dans le même volume, c'est pas faux, c'est dans le même volume, à quelques mois d'intervalle. Suffisamment de mois pour avoir pris connaissance des articles précédents, que d'ailleurs ces derniers auteurs citent. Il y a une autre affirmation qui est faite, c'est que dans le modèle, dans le papier initial, tout c'est le papier initial, de Broad et Angler, à la différence du papier de Higgs, le rôle du boson scalaire est beaucoup moins clair et qu'il est extrêmement difficile de trouver le boson scalaire dans le papier de Broad, Angler et Higgs. Alors, je comprends que ce n'est pas un article facile à lire. Il n'est pas facile à lire, mais il fait quand même que 2 pages et demie. Donc, en cherchant bien, et puis en fait, il ne faut pas chercher très loin. Si on prend cette équation-ci, il y a une variable phi qui apparaît là. Donc, ça apparaît dans l'équation numéro 1, en fait. Ceci pour alimenter la polémique. Alors, une idée fausse qu'on voit souvent dans la presse, c'est que, je vous ai dit que ce boson scalaire était nécessaire pour briser la symétrie entre les différentes forces, pour donner la masse à la particule responsable des interactions faibles, qui sera le W ou le Z. Mais c'est une affirmation qu'on voit souvent dans la presse, c'est que le scalaire, ou le Higgs, est la particule de Dieu qui donne de la masse à toutes les autres. Alors, ok, mais si je n'avais de la masse que par le mécanisme de Broad, Angler, Higgs, je pèserais moins de 10 kg, ce qui n'est pas le cas. Et en fait,
C'est vrai que ça donne de la masse à l'électron, c'est peut-être vrai que ça donne de la masse au neutrino, ça donne une petite masse au quark, mais la masse que ça donne au quark, c'est 5 MeV, 4 MeV, et ça donne certainement pas le gros de la masse du proton. Le proton est fait de 3 quarks, allez, ça va faire une dizaine de MeV de masse de quark, et puis il ne fait pas 10 MeV, il fait 1000 MeV le proton. Donc on a quand même, en fait je vais mettre quand même 99%. Je sais pas, je sais même 99%, 95, 98% qui proviennent des interactions. Alors, est-ce qu'on peut quand même, avant d'avoir lancé le LHC, est-ce qu'on peut quand même mettre des contraintes sur la masse de cette particule? Alors ici, c'est vraiment du dessin, mais la masse de cette particule, j'aime bien la noter phi, mais souvent elle est notée h, pour des raisons ça veut dire pas autant que la masse de cette particule intervient en fait dans des corrections à des quantités que nous pouvons observer, comme la masse du boson W. Et en fait, lorsqu'on fait ce calcul, on s'aperçoit que cette petite ellipse ici, le croisement de ces petites ellipses, c'est la zone qui est autorisée expérimentalement, et on voit que les prédictions du modèle standard correspondent ici à une masse scalaire de 100 GeV, de 300 GeV et de 1000 GeV. Donc on voit que, en fait, le modèle standard privilégie de petites masses pour la particule scalaire. Alors je vais revenir là-dessus dans le transparent suivant. Ceci, c'est une autre façon de représenter la même chose, qui vous donne une courbe de probabilité, et on voit que la valeur la plus probable se trouve en dessous de 100 GeV, mais manque de peau, elle est exclue déjà par les mesures du LEP. Donc ça, c'est ce qui arrive des mesures de précision, mesures indirectes de précision, qui disent le plus probable, c'est qu'on soit ici, c'est une distribution multicarrée pour ceux que ça intéresse, le plus probable qu'on soit ici, on peut s'écarter un petit peu, on peut encore s'écarter un petit peu, mais il ne faut quand même pas aller trop loin. Et donc, en fait, la zone la plus probable, ça va être celle-ci. Plus probable maintenant, parce que tout le reste était exclu. Et l'an passé, le Tevatron, donc le Fermilab à Chicago, a déjà exclu cette bande-ci. Donc, on va voir ce qui va être du LHC. Bon, je ne sais pas si vous allez avoir... bon, ça c'était un... Alors, le LHC, ben, c'est une grande machine, je suppose que vous avez déjà tous entendu parler. Il y en a une quantité. Et le but du LHC, je crois que la communication du CERN est en train de changer. Peut-être qu'ils ont des raisons de changer leur communication. En fait, la nôtre a toujours été la même. C'est de voir quelle est la réalisation du mécanisme de brisure de symétrie. La communication était toujours, on va trouver la particule de Dieu. Ce n'est vraiment qu'une solution parmi d'autres. Ce qui est important, c'est de trouver quelle est la réalisation, soit par une particule scalaire, soit par plusieurs particules scalaires, soit par des états liés. Il y a plusieurs solutions et le LHC est une machine beaucoup plus riche puisqu'il va nous permettre, dans une grande mesure, d'élucider tout ceci. Alors pour les gens qui aiment les chiffres, ça vous donne un petit peu les énergies qui sont stockées dans le LHC. Ça c'est pour frapper l'imagination. Je n'ai pas vraiment le temps maintenant de discourir sur les accélérateurs à électrons-protons. Je vais le faire. Ça fait toujours plaisir de voir quelques photos de tunnels et de détecteurs. Ça c'est CMS en construction. Simplement, sachons qu'il y a des aimants supraconducteurs qui permettent de réduire la consommation d'énergie de la machine, mais au prix de devoir maintenir des températures extrêmement basses. Alors, on a une grande économie, on doit maintenir des températures extrêmement basses, ce qui est coûteux d'autre part, mais qui surtout a un énorme handicap, c'est que, à la moindre avarie, il faut réchauffer toute une section, on parle de 20 km, mais il faut réchauffer toute une section, réparer, et puis tout refroidir, et remettre en condition les aimants supraconducteurs qui ont besoin d'une phase de rodage à chaque coup. Et donc, en fait, c'est une variable qui n'a peut-être pas été prise en compte dès le début.
ce prix de technologie supraconductrice, à long terme, il est sans doute porteur, mais il faut une fiabilité qui est absolument exceptionnelle et qui malheureusement n'a pas été atteinte au début. Alors, au passage, bon, ça c'est des vieux dessins de collision simulée, et au passage, je dois souligner qu'on peut, en pratique, même avec une électronique ultra rapide, enregistrer à peu près une interaction sur 1 million. Ce qui veut dire qu'on doit, dans les quelques fractions de seconde, et les toutes petites fractions de seconde, je crois qu'on a des réactions à des filtres à différents niveaux, pour arriver au moment où on doit enregistrer, donc à un moment où on arrive à la milliseconde, on doit avoir choisi quelle interaction sur 1 million on va stocker. Et donc il y a toute une électronique de prise de décision ultra rapide, où il y a quand même des progrès technologiques extraordinaires. Alors, autre chose, il y a des besoins de calcul énormes. Le LEP, en tout cas le CERN au moment du LEP, a déjà été la raison pour laquelle on a développé tout le web. Donc l'Internet existait, mais pas le web. L'Internet était complètement confidentiel pour le grand public. Et c'est pour la coordination des manips qu'on a développé le web. Et actuellement, on passe au grid, qui non seulement permet de transporter de l'information, mais aussi d'utiliser la puissance de calcul à distance. Quand vous entendez parler de Web 2.0, du cloud computing, etc., c'est aussi des notions assez apparentées au grid, mais à part que ça fait bien 10 ans qu'on travaille sur le grid. Alors, en 2008, le problème, c'est l'accident de démarrage. Alors, la communication du CERN, à nouveau, j'ai quand même quelques problèmes avec la communication du CERN qui a tendance à ne donner que les bonnes nouvelles et à restreindre quand même beaucoup de... ou alors à hésiter à donner des résultats intermédiaires parce qu'ils pourraient être faux, etc. Bon, récemment, on va voir, récemment, il y avait des données qui sont passées l'été où il y avait un peu d'excitation qui s'est calmée par la suite. Et j'ai eu des contacts avec moi, un journaliste, qui disait, mais est-ce qu'il faut publier? Est-ce que... Bon. Alors, ou bien on veut que les gens s'intéressent à la science, ou bien on ne veut pas. Imaginons qu'on dise aux adeptes des matchs de football qu'on ne va pas leur diffuser le match ni le résultat à la mi-temps, parce que, de toute façon, le résultat à la mi-temps, il n'est pas définitif. Alors, je ne sais pas si on aurait encore beaucoup d'engouement pour le football, sauf peut-être chez les parieurs chinois. Mais, donc, je crois qu'il y a quand même il y a un juste milieu à trouver là-dedans, et en tout cas de vouloir verrouiller toujours la communication sous... Il ne faut pas crier au loup toutes les 5 minutes, mais... Et aussi, je crois qu'il faut être un petit peu plus correct lorsqu'on mentionne des problèmes. Donc il y a eu ce problème majeur du LHC, où il y a eu, dans un système, pas dans le système supraconducteur lui-même, mais dans un système de secours vis-à-vis des éléments supraconducteurs, il y a eu un moment, un échauffement, parce que des jonctions entre câbles n'étaient pas suffisamment bonnes, et vous voyez que la soudure, par exemple, qui aurait dû remplir tout cet intervalle, n'était simplement pas là. Ce pas des soudures faciles. On a radiographié par après des soudures, on voyait clairement qu'il y avait des problèmes. Bon, on n'a jamais connu les résultats d'une enquête pour savoir pourquoi ça s'était produit. C'est assez peu probable que ce soit juste un soudeur isolé, parce qu'on sait qu'il y a quand même des quantités de ces soudures qui sont en cause actuellement. Et c'est la raison pour laquelle, comme on n'est pas sûr de ces soudures dans des secteurs qu'on n'a pas encore vraiment réchauffés pour les explorer, c'est la raison pour laquelle l'énergie du LHC reste limitée. Et l'accident, on a dit que c'était, on a montré un aimant, etc., mais en fait, ça fait une zone de 700 mètres qui a été démolie, et vous voyez quelle proportion des aimants a dû être remplacée. Alors ça, c'est une communication qui vient du CERN, mais qui est diffusée plutôt dans le milieu professionnel. Vous pouvez la trouver sur le CERN. Alors, le LHC tourne. Il était prévu avec une énergie de 7 TeV plus 7 TeV, ce qui est très important parce que lorsqu'on descend l'énergie des quarks, passer de 3,5 à 7 TeV pour les protons a de très fortes répercussions sur les quarks, avec une luminosité par an prévue entre 10 et à terme 30 inverse femtobarn, peu importe, je vous dirai ce qu'est un femtobarn par la suite. Et
actuellement, il commence à tourner quand même très raisonnablement avec la moitié de l'énergie et sur une année de fonctionnement, on est à plus de 5 inverses femtobarns. D'ici 2012, on parle de peut-être une vingtaine de femtobarns inverses, donc on aura accumulé à peu près le genre de luminosité qu'on attendait. On arrive au genre de luminosité qu'on attendait, mais à une énergie plus faible, ce qui fait que pour tous les processus où on veut chercher de la physique au-delà du modèle standard à très très haute énergie, on est quand même encore sévèrement pénalisé par rapport aux attentes initiales. Alors quand je dis des femtobarns, alors un femtobarn, ça fait 10 exposants, la sensibilité à 5 au femtobarn inverse, ça veut dire 10 exposants 12 fois plus sensible que la sensibilité aux collisions ordinaires de protons qu'on faisait dans les années 60. Ça, c'est le millibar. Donc, on va chercher les processus qui sont à 12 ordres de grandeur en dessous des collisions nucléaires ordinaires. Alors, bon, ça, je vais passer brièvement. Alors, oui, ben alors l'excitation de l'été, alors, elle a disparu, mais je vais peut-être me baser sur cette courbe-ci, alors c'est plus facile de voir les choses sur cette courbe. Donc, ceci, c'est le moment où les journalistes se sont demandé est-ce qu'il faut publier, est-ce qu'il ne faut pas publier. Et parce qu'on a publié cette courbe-ci, parce que Atlas a sorti ces données-ci. La manip Atlas, il y a donc pour ce qui nous intéresse, la recherche des bosons scalaires, il y a deux grosses manips qui sont Atlas, qui sont le concurrent, et CMS, qui est l'équipe belge. Enfin, on est 6% de CMS. Donc les bons, c'est CMS, et les autres, c'est les Donc, alors, puisque c'est Atlas qui a publié ça, tant pis. Qu'est-ce que cette courbe-ci veut dire? Alors, vous avez ici l'énergie, la masse de la particule en question. Et si vous vous souvenez, la zone la plus intéressante était la zone de basse masse. C'est aussi, pour des raisons, je ne vais pas venir dans l'exposé, mais si vous posez la question, c'est aussi la zone qui est la plus difficile à explorer. Alors, l'attente, c'est ceci. Ça, c'est le modèle standard, donnerait des réactions à ce niveau-ci. Si je peux mettre ma ligne noire, qui est la ligne observée, en dessous de ceci, ça veut dire que j'ai testé à une sensibilité meilleure que ce qu'aurait prévu le modèle standard pour une particule de cette masse-là. Ça veut dire en gros que j'ai exclu cette zone de masse de la particule. Donc ceci est clairement exclu. En fait, c'est une exclusion, je crois, à 95% de confiance, si je me trompe. Donc, en fait, ceci est clairement exclu. On est en dessous de la prédiction du modèle standard. Idem ici, idem ici, idem ici. Alors, ici, on est au-dessus de la prédiction du modèle standard, et clairement, on ne prétendait pas. Alors, bon, on est au-dessus de la prédiction du modèle standard, donc ici, on ne peut pas exclure, autrement dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Alors, de cette courbe, si vous regardez simplement cette courbe pleine, vous ne pouvez pas dire s'il y a quelque chose de suspect ou pas. La façon dont ceci fonctionne, je vais quand même en dire un mot, c'est plutôt l'exploitateur qui pourrait vous le donner. Qu'est-ce que nous avons? Alors, les mesures sont des mesures très difficiles parce qu'on a, donc j'ai la masse ici, on a deux choses. On a du bruit, c'est-à-dire qu'on a ces collisions, je vous ai dit qu'on est à 10 exposants 12 ordres de grandeur des collisions ordinaires, donc tous ces phénomènes qui ne nous intéressent pas provoquent quand même du bruit. Et il y a un bruit important qui se situe ici, ici dedans. Ce bruit est fluctuant. Et puis nous avons un signal, imaginons que nous ayons un signal ici, c'est un beau signal ici, je vais l'amplifier très très fort, mais ce signal correspond à des phénomènes quantiques. Si je regarde une particule qui est instable, qui va se désintégrer, je ne peux pas prévoir à quel moment elle va se désintégrer. Si je regarde une source radioactive, je n'ai pas un flux continu de désintégration, j'ai parfois 5 degrés de désintégration, puis un long moment 100, puis 1, puis 10, c'est complètement fluctuant. Donc, ce pic est toujours à la même place, mais lui aussi fluctue.
Alors, le problème, c'est un jeu statistique. Si je veux exclure quelque chose, je risque d'avoir une fluctuation vers le haut du bruit de fond. Donc, je dois mettre une marge pour m'assurer que je protège une fluctuation vers le haut du bruit de fond. Et je peux aussi avoir une fluctuation vers le bas du signal. Donc, c'est extrêmement compliqué. C'est uniquement une analyse statistique qui peut me dire les choses. Alors, ou bien j'ai beaucoup de bol et j'ai une fluctuation vers le haut des deux. Bon, vous avez toutes les permutations. Donc, ce n'est pas facile à combiner. Donc, il y a une deuxième ligne ici qui est la ligne pointillée. Alors, si on ne voit rien, ça peut être parce que le signal a fluctué vers le bas ou parce que le bruit de fond a fluctué vers le bas. La ligne pointillée, ça, c'est le résultat auquel on s'attend si on ne voit rien. Donc, si on fait la manip, on est sûr, on a vérifié qu'on a mis le courant, que le faisceau passe, et on ne voit en gros rien, c'est-à-dire on ne voit rien au-dessus des fluctuations attendues qu'on s'est fixées, des bruits de fond, on devrait obtenir ceci. Alors, ici, vous avez peu de cas. Ici, par exemple, la limite observée est meilleure que la limite attendue. Ça veut dire qu'on a eu du bol, entre guillemets, parce que ce qu'on veut quand même, c'est trouver quelque chose. Enfin, si on peut mettre des limites, on a eu du bol parce que et le signal éventuel et le bruit de fond aurait fluctué vers le bas. En tout cas, le bruit de fond a fluctué vers le bas. Idem ici, vous avez le bruit de fond qui a fluctué vers le bas. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsque la courbe attendue, la courbe observée, se décolle nettement de la courbe attendue. Alors, ici, ça veut dire qu'on n'est pas parvenu à mettre la limite qu'on voulait, ça veut dire qu'il y a eu des événements, des candidats. Et lorsqu'on regarde en particulier ici, vous voyez cette bande de 2 sigma, on a un écart considérable entre l'attente et l'observation. Ça veut dire, c'est une façon extrêmement oblique pour la manip de dire on a des candidats, mais ce n'est pas encore statistiquement suffisant. Ça, c'est ce qui s'était passé en été. Mais attention, tout ceci, c'est de la statistique. Et quand la statistique augmente, ce genre de fluctuations, si elles ne sont pas réelles, devraient se résoudre. À part que c'est toujours un problème, lorsque vous avez isolé un pic et que vous continuez à prendre des données, ben, vous avez toujours l'historique que vous avez isolé un pic avant. Donc si on veut voir, il faudrait jeter les données précédentes et puis continuer, mais alors on ne progresse pas très vite dans la manip. Alors, actuellement, voilà où on en est. Alors ça, c'est CMS, voilà. Mais peu importe que ce soit CMS ou que ce soit Atlas, c'est 2 mois plus tard, je crois. Donc c'est la même courbe 2 mois plus tard, et vous voyez que tout est rentré dans le jaune. Donc on a des déviations, on a un certain excès éventuellement ici, mais cet excès n'est pas significatif. Donc ça c'est la situation actuelle, et vous voyez qu'il y a plusieurs endroits où on fait mieux. C'est attendu, donc c'est une fluctuation statistique. Donc statistiquement, vous voyez que parfois on fait mieux, parfois on fait moins bien que la limite attendue. Il faut aussi faire attention à ce que cette limite attendue dépend crucialement d'une estimation correcte du bruit de fond, ce qui est extrêmement difficile, est un mélange de théorie et de phénoménologie pas toujours extrêmement propre. Je ne vais pas trop traîner là-dessus. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les interactions de jauge permettent d'unifier l'interaction électromagnétique et l'interaction de fer. Elles ont prévu le W et le Z qu'on a observé. Elles prévoient maintenant quelque chose, peut-être une particule scalaire, et comme les interactions de jauge ne peuvent pas être responsables de la violation de la parité, la violation de la parité, elles en sont responsables, mais de la violation du renversement du temps et de la violation de CP, si j'ai dit le contraire, je me suis trompé tout à l'heure, les interactions de jauge sont responsables de la violation de parité et de la violation de C, mais elles ne peuvent pas être responsables de la violation de CP. Et donc, il faut absolument comprendre ce mécanisme de brise de symétrie et la particule scalaire qui est associée, ça nous l'avons vu. Alors, ceci, je fais passer, ce sont aussi d'autres effets du haut mélange et aux particules scalaires. Ce sont elles qui mélangent les familles, qui font que les deux autres familles de particules ne sont pas stables. Et donc on observe que les particules protons, neutrons, électrons, neutrinos qui font la chimie et la physique nucléaire d'aujourd'hui. Mais la question suivante, sur laquelle je voulais quand même continuer un petit peu, je vais devoir arrêter complètement la partie au-delà du modèle standard,
je vais quand même mentionner ceci, c'est, et que se passe-t-il si on ne trouve pas cette particule scalaire? Alors beaucoup de gens l'appellent le X, donc j'ai repris des transparents de collègues, voilà ce qu'il en est. Donc il y a des solutions extrêmement faciles pour y échapper. Donc la solution la plus facile, c'est ce que ma collègue Maria Berencavela, dans le résumé de Morion 2010, a appelé de Van der Waals Malediction. Alors, si on connaît le personnage de Van der Waals, ça donne déjà un peu froid dans le dos. Ce n'est pas été choisi par hasard, mais les choses commencent de façon déjà particulièrement tragique. C'est un modèle qui n'est pas nouveau, il date de 1980, c'est juste un exemple, si vous voulez, un exemple didactique. Il est en 1980, mais ça commence déjà très mal. Voici un transparent de Van der Waals à Morion, et vous voyez qu'il a mis le petit croc nom de monsieur, autour de côté du nom de monsieur Hill. Et effectivement, je ne sais plus quelle année, autour de 80, Alfred Hill était un doctorant à Michigan, chez Veltman, et il est décédé dans l'accident de Lockerbie. Donc, effectivement, la malédiction, on est vraiment dans le film d'horreur. Mais oublions le film d'horreur, et vous voyez qu'il n'est pas très compliqué, ça c'est de Lagrangien, le modèle standard, ben, il n'est pas du tout compliqué d'ajouter un terme là-bas, et d'un terme cinglé. Il n'y a rien qui l'empêche, c'est très simple à faire. Et le résultat, c'est que là, au lieu d'avoir un pic ici, ce qu'on aurait, c'est par exemple 2 pics. Donc au lieu d'avoir un grand pic ici, on aurait 2 pics. Et là, d'après les graphes qu'on a vus, vous vous rendez compte que si on diminue d'un facteur 2 l'effet à 2 endroits, dont on ne connaît pas l'écart, eh bien le LHC ne sera absolument pas sensible avant des années. À supposer qu'ils deviennent sensibles, la malédiction de Van der Waals est implacable, on ajoute encore un cinglé et on arrive à ceci. On arrive, à force d'ajouter des cinglés, on peut même franchement mettre un continuum et on arrive à diluer complètement l'effet. Alors c'est peut-être, pour ceux d'entre vous qui ont lu le cahier du Monde sur la... C'était une quinzaine de jours. Dans l'article, il y a quelque part une allusion où, si on le rate, c'est un petit peu comme une série de marcassins à la place d'un sanglier. Et bien, ça, c'est l'explication de cette remarque dans le... Alors, on a... bon, je vous dis, il y a beaucoup d'autres solutions, même si on ne trouve pas ce scalaire. Maintenant, le CERN est en train de refaire sa communication dans ce sens-là, mais disons que c'est transparent qui existait bien avant. Alors, je vais encore prendre 2 minutes, si vous me permettez, pour parler des grandes unifications. Donc, imaginons maintenant qu'on ait résolu ce petit problème d'unification de taxon électrophène. En fait, il est virtuellement résolu depuis les années 70. Hein. C'est vraiment un élément de confirmation qui reste. Et même, on est certain qu'il y aura un mode de réalisation, parce que tous les calculs qui sont faits avec une précision extraordinaire utilisent ce mécanisme. Donc le mécanisme, on est certain, la façon exacte dont il est réalisé, à la limite, c'est du détail. Maintenant, si on veut aller plus loin, il faut passer à l'univers, essayer d'inclure la gravité. Ça, c'est très difficile pour des raisons mathématiques. Et on voit qu'on arrive à, lorsqu'on pense à la gravitation, avec la gravitation, on voit qu'en fait, la gravitation, elle est bien testée entre 50 microns, je dirais même 500 microns, et le système solaire. Dans ce domaine-là, on est absolument certain de la gravitation. Si on veut aller plus haut, on veut décrire des galaxies, ça marche très bien la gravitation, à part que lorsqu'on regarde à quelle vitesse tournent les étoiles autour des galaxies, on aperçoit qu'elles tournent trop vite. En tout cas, que leur vitesse décroît trop lentement lorsqu'on s'écarte du centre de la galaxie. Et donc, on se dit, bon, on garde la gravitation, mais on doit avoir de la matière noire. Alors, le problème, c'est que c'est fort possible. Il y a beaucoup de théories de physique des particules qui prévoient des candidats pour la matière noire, donc c'est fort possible qu'elle existe. Ceci dit, ça veut dire qu'on a dû introduire une hypothèse supplémentaire pour conduire la gravitation au-dessus des galaxies. Et lorsqu'on veut étendre la gravitation à l'ensemble de l'univers, dont on sait depuis très récemment qu'il est encore en accélération,
alors on doit ajouter l'énergie noire, qui est une autre notion parfaitement intégrable en physique des particules. C'est pas beaucoup plus l'expansion sous la forme d'énergie noire, c'est pas beaucoup plus compliqué que l'idée des bulles de vapeur qui s'étendent dans de l'eau qui bout. Donc c'est pas une chose révolutionnaire, c'est pas une chose aberrante, c'est l'énergie noire. Et on a beaucoup d'exemples physiques. Donc ça veut dire qu'on doit introduire l'énergie noire, mais je parle ici de façon purement empirique. Et par contre, si on regarde, les lois, les interactions fondamentales, en particulier l'électromagnétisme, est testé jusqu'à 13 ordres de grandeur en dessous de la gravitation. Et l'endroit où nous avons un problème d'unification, de cohérence mathématique de l'unification, c'est le problème de normalisabilité, mais l'endroit où on a un problème de cohérence mathématique, c'est ici. Et on dit, ben, quand on va encore une bonne quinzaine d'ordres de grandeur par ici, une quinzaine de grandeur par ici, on a un problème d'unification entre la gravité et l'électromagnétisme. À part que la gravité n'est pas vraiment testée en dessous. Pourquoi? Parce que, effectivement, si on veut par exemple tester la loi en 1 sur R carré de la gravité, ben, on prend deux masses et on voit si l'attraction n'est pas comme 1 sur R carré. Oui. N'oubliez pas que la force de la gravité n'est pas une force très grande. Donc pour avoir une force mesurable, il faut des masses importantes. Si j'ai des masses importantes, c'est difficile de les mettre à des distances infinitésimales. Premier point. Deuxième point, lorsque vous arrivez à des distances infinitésimales, d'abord il faut que vos surfaces soient très précises. Ensuite, vous avez des effets électrostatiques, vous avez les effets de Casimir, vous avez des tas d'autres choses. Donc c'est une expérience qui est extrêmement difficile. Alors, ici vous avez, oui je vais laisser le slide complet, vous avez l'évolution des constantes de couplage, et oublions la partie rouge, vous voyez l'électromagnétisme, l'interaction faible, l'interaction forte. Lorsqu'on monte en énergie, il semble qu'elles veuillent se rencontrer assez proche de l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie de Planck. La gravité, elle, démarre très bas et croît de façon très rapide. Et pour résoudre l'unification là-bas, il faut introduire des objets non locaux comme la théorie des corps. Mais une possibilité serait que la réunification se fasse beaucoup plus vite. Et ce serait le cas notamment si on a plus de dimensions. Alors la courbe en rouge correspond à ajouter des dimensions supplémentaires. Et les lois qui sont une fois qu'on arrive au niveau de ces dimensions supplémentaires, des dimensions que nous ne voyons pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas infinies, mais courbées comme sur elles-mêmes. Pensez à une souris qui marche sur un macaroni et qui ne peut pas entrer dedans. C'est un petit peu ça. Et à partir du moment où vous prenez une fourmi suffisamment petite, alors elle voit la dimension supplémentaire. Et les forces qui se comportaient à une dimension se comportent avec plus de dimensions. Et la loi en 1 sur R carré disparaît pour une loi de puissance plus grande. On obtient alors ce schéma d'unification. Ça, c'est un exemple des manips qui sont faites pour mesurer à 0,2 mm la loi en 1 sur R carré. Vous voyez que ça devient remarquablement, enfin, non seulement c'est remarquablement difficile, mais il devient extrêmement difficile de penser qu'on puisse gagner de plus que 2 ordres de grandeur là-dessus. Ils vont passer des années à gagner un ordre de grandeur. Donc ça, c'est un petit peu cette discussion-là. L'important, c'est que si on a des dimensions supplémentaires, des choses de ce style, c'est aussi quelque chose qui pourrait être testé par une machine scolaire comme le LHC. Je ne vais pas jouer sur le trottoir. Et je vais simplement encore dire un exemple, un point. Nous avons donc discuté maintenant avec les dimensions supplémentaires un domaine d'extension vers les très courtes distances et très hautes énergies. L'autre domaine où on veut tester notre compréhension, c'est la grande distance, la matière noire, l'énergie noire. Et donc si, effectivement, il faut introduire de la matière noire pour réconcilier la gravitation avec le mouvement des galaxies, ben, il faudrait que nous puissions la découvrir. Alors tout ne se fait pas au LHC, il y a pas mal d'autres expériences qui sont importantes. Il y a des satellites qui détectent les flux cosmiques, qui détectent de façon indirecte éventuellement l'annihilation de matière noire. Il y a la manip, je ne sais pas si j'ai des dessins ici,
c'est ça, il y a la manip Ice Cube qui se trouve au pôle sud. Alors, la Terre a été retournée, hein, il est au pôle sud. Et c'est un grand détecteur de neutrinos qui se trouve dans la glace du pôle sud et qui mesure des neutrinos qui nous viennent essentiellement, qui traversent toute la Terre et qui arrivent dans le détecteur au pôle sud. Et Ice Cube est notamment un détecteur d'énergie noire, de matière noire. S'il y a ici de la matière noire qui tombe dans le Soleil, la matière noire est stable, elle a très longue durée de vie, mais par contre, deux particules de matière noire peuvent s'annihiler, et alors comme tout le monde, elles donnent un tas de particules, dont des neutrinos, bon, les autres ils restent dans le Soleil, les neutrinos, ben, ils sortent, ils traversent tout, et éventuellement ils pourraient se faire détecter dans Ice Cube. Donc nous avons des tas d'autres mesures, et actuellement, c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, on a tendance à focaliser tout sur le LHC, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un tas d'autres expériences. Certaines sont des expériences de précision qui tiennent dans la moitié de cette pièce-ci. J'ai vu une manip de mesure de masse du neutrino à Troïtsk en Russie qui fait le quart de cette pièce-ci à peu près. Donc il y a des tas d'autres expériences qui parfois peuvent d'ailleurs apporter des résultats encore plus révolutionnaires que ceux qu'on attend du LHC. Et alors c'est une autre... un dernier point, je dirais, publicitaire. Lorsqu'on parle avec des collègues d'autres domaines, ils ont toujours l'impression qu'il n'y a rien qui se passe en physique des particules, que c'est comme quand ils ont fait leurs études. Et je me suis amusé à essayer de reprendre depuis 1964 les points successifs qu'on avait eus, dont certains sont vraiment des révolutions. Et vous voyez que certainement tous les 5 ans, on a une découverte majeure. Je n'ai pas mis là-dedans des trucs comme la mesure plus précise d'une masse ou d'un temps de vie ou des choses pareilles, mais ce sont vraiment des découvertes majeures qu'on a ici. Et qui s'orientent d'ailleurs de plus en plus vers le domaine des astronomes. Voilà, j'aurais voulu terminer là-dessus. Mes connaissances ne vont pas jusqu'à la psychologie du comité Nobel. Qui n'a pas décerné prix à Madame Wu. Oui, mais dans le cas de Madame Wu, c'était assez différent parce que, en fait, si vous voulez, la violation de parité était établie par d'autres moyens et l'expérience de Madame Wu était décisive, si vous voulez, pour convaincre tout le monde, mais à la limite, je vais être extrêmement grossier, mais à la limite, c'était au niveau d'une démonstration didactique pour les incrédules. C'était vraiment... L'expérience est fantastique. C'est toujours celle que moi je cite lorsque je parle de violation de parité, parce que je trouve que l'autre preuve que nous avons est particulièrement absconse et nécessite d'introduire les parités intrinsèques des particules. C'est un cauchemar. Moi, ça ne m'a jamais très fort convaincu. Donc j'ai été convaincu par l'expérience de Madame Wu, effectivement. Ceci dit, si vous voulez, la découverte était faite avant elle. Enfin, je ne veux pas défendre le comité Nobel. Le comité Nobel était complètement ridicule de donner un prix Nobel à Kabayashi Maskawa sans inclure Kabibo. Pourquoi? Parce qu'ils en ont donné un à Nambu, qui était dans les brisures de symétrie, et que comme ça clarifiait peut-être le chemin pour la suite. C'est ça qu'on peut... Quand on lit le communiqué, le détail de l'explication Nobel, on a l'impression que dans le communiqué Nobel, en faisant référence à Nambu pour la brisure de symétrie et les bosons de Nambu-Goldstone, donc dans le communiqué Nobel, on voit qu'il faut référence en disant que Nambu a pavé le chemin pour Broad, Angler et Higgs. C'est dit explicitement dans le communiqué. Alors bon, peut-être qu'ils ont voulu dégager le chemin pour pouvoir donner le suivant, comme ils ne peuvent pas aller au-delà de 3. Enfin, Kabibo n'était pas très heureux, quoi. Et je dois dire que c'était... Bon, personnellement, j'ai nominé
Enfin, je crois qu'il y a eu le prix de l'EPS après Cabigo, à ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu le prix Nobel, c'est Glashow, Diopoulos et Magani, qui ont prédit le quatrième quark. Oui, enfin, il vient d'avoir le prix de l'EPS, mais c'est aussi... non, ils auraient dû l'avoir il y a longtemps, puisque la prédiction a été confirmée il y a 20 ans. Donc, et il n'y a pas d'élément nouveau qui permet de le ramener. Dans la psychologie du comité Nobel, ils n'aiment pas prendre des risques. Hein. Ils n'aiment pas prendre des risques. Et il y a le problème que toute la communication, y compris du CERN, et largement à l'influence des pays anglo-saxons, a été sur la particule de Higgs. Alors, à partir du moment où on met toute la communication en disant que le Graal, c'est de trouver la particule de Higgs, alors qu'à mon avis, c'est vraiment seulement une possibilité, et que, en gros, tous les mécanismes sont vérifiés en complément, je crois qu'on paye un petit peu ce prix-là aussi. Pour Weinberg, Salam et Glashow, ils ont été un peu audacieux, puisque les bosons n'avaient pas encore été découverts. Il me semble que ça a été découvert à ce moment-là. Weinberg, ils l'ont su en 79 et les bosons ont été découverts en 80. Ah non, non, effectivement, oui. Donc là, effectivement, sur scène, excusez-moi, vous avez raison. En fait, là, il y a une question assez curieuse, c'est qu'on a considéré que la découverte des courants neutres était une confirmation du modèle standard. Or, les courants neutres pouvaient très bien se mettre dans le modèle de Fermi. Sans le modèle... Oui, il n'y a aucun problème. Donc Fermi écrit une interaction effective. Il ne comprenait pas de courant neutre, mais il aurait pu mettre les courants neutres dedans. D'ailleurs, quand on prend le modèle standard, qu'on prend la limite où la masse des bosons intermédiaires va à l'infini, on retrouve le modèle de Fermi plus les courants, avec les courants neutres dedans. Donc ils auraient très bien pu le mettre depuis le début. Et lorsqu'ils ont été observés, on a dit c'est une preuve du modèle standard. Mais non, ce n'était pas une preuve logique du modèle standard. C'était compatible avec le modèle standard, mais ce n'était pas une preuve en tant que tel du modèle standard. Une dernière chose, moi je ne suis pas convaincu par votre tableau. Oui, avec les... Je trouve que depuis 83, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a eu une période extraordinaire dans les années 80. Mais depuis là, je trouve qu'il n'y a pas d'énormes découvertes. Bon, depuis 80, je vais essayer de répondre sans me retourner pour regarder le tableau. Depuis 80, on a la découverte de l'énergie noire. Dont on ne sait pas ce qu'elle est. Oui, enfin, on a une découverte majeure, qu'on a une accélération de l'univers. On ne sait pas ce qu'elle est, mais enfin, on a une découverte expérimentale. Si on doit découvrir que ce qu'on connaît, ce n'est plus une découverte. Donc, je dirais que la découverte de l'énergie noire a complètement changé le point de vue. J'ai contribué à un numéro spécial de la recherche qui était sur le cosmos, il y a effectivement une quinzaine d'années. Dans ce numéro-là, mon article portait sur la symétrie matière-antimatière qu'on n'a pas abordé ici. Cet article n'a pas de problème, mais tous les autres articles reposaient sur l'idée qu'il n'y a pas de constante cosmologique. Il y a eu un renversement complet en astrophysique avec cette découverte de l'énergie noire. J'en ai juste cité un. Bon, on peut considérer que ce n'est pas essentiel le fait que les neutrinos aient une masse. C'est quand même une chose qu'on a observée avec des oscillations de neutrinos. Et si on fait alors un peu d'extrapolation théorique, la masse des neutrinos peut être liée au mécanisme qui donne la symétrie entre matière et antimatière. Vous savez, quand on lit des revues comme celle du CERN, et tout qu'on parle de la matière sombre et tout ça, toutes ces expériences s'accumulent depuis 30 ans, et qu'il n'y a toujours aucun résultat, on est un peu déçus, c'est ça que... Mais je crois que c'est une erreur. Je dis donc 83 les W. En 90, on sait qu'il n'y a pas plus de 3 familles de particules. On ne savait même pas, quelques années avant, qu'il y avait des familles de particules. En 90, on sait qu'il n'y en a pas plus de 3 familles. Alors ça, c'est une petite confirmation, c'est le quark, je suis d'accord. Dans les années 90, l'énergie noire. Je dis que j'avais... des découvertes astrophysiques. Excusez-moi, mais il y a peut-être d'autres personnes qui voudraient poser des questions. Je vais vous interrompre. Excusez-moi, mais l'astro... parlez d'énergie noire à un astronome, vous verrez comment il vous reçoit. Il nous bloque dans tous les comités dès qu'on veut travailler sur la matière noire ou l'énergie noire.
Y a-t-il d'autres questions? Non, mais allez-y. Hein, moi, c'est frustrant s'il n'y a pas de questions. Ouais, une petite question naïve. C'est un déséquilibre entre de violation de parité. Vous avez dit que c'était une fraction de %. Oui. Ça paraît tellement peu. Ah, mais une fraction de %, c'est beaucoup, parce que c'est une fraction de % d'un phénomène qui est extrêmement rare. C'est une fraction de % d'une désintégration très rare des mésons K, qui eux-mêmes sont produits de façon tout à fait sous-dominante dans les désintégrations de protons. Donc quand on cherche bien, on se trouve dans des effets de au moins 10-10. La violation de... pas de parité, la violation de CP. Hein. La violation de CP, on se trouve dans des effets de 10-10. Donc effectivement, une fraction de %, c'est beaucoup. C'était beaucoup, oui, c'est généreux de votre part. Dedans. Alors chaque fois qu'on vous dit qu'il y a une très grande violation de CP qui est observée, il faut faire attention, oui, quand on vous donne ça, c'est un numérateur divisé par dénominateur. Alors, on choisit toujours un processus extrêmement rare et on mesure la symétrie divisée par la probabilité du processus, ce qui est correct. Mais il ne faut pas oublier qu'on vous dit qu'il y a 100% de violation de CP dans la physique du B, mais quand vous remontez, vous retrouvez en fait le coefficient qui est devant, c'est le déterminant de Cecilia Janskog, ancienne présidente du comité Nobel, et ce déterminant vous donne à notre énergie quelque chose comme 10-22. Donc le nombre qui caractérise la violation de CP, c'est 10-22. Il y a encore une question ici. Je sais que tu peux avoir des informations en biologie, je dire de première main. J'ai lu en son temps qu'il y avait, que du moins certaines hypothèses, qu'il y a un lien entre la brisure de parité et les structures, pour faire ça, je dirais, de la vie telle que nous la connaissons. Est-ce que tu as des commentaires à faire? Non, j'ai pas de commentaires, sinon que c'est évidemment une chose qui est extrêmement tentante de penser, c'est qu'il y a une symétrie, une asymétrie. Je n'ai pas écrit le modèle de groupe d'interaction de l'unification, c'est SU2 gauche fois UA, et on peut immédiatement penser à l'hélicité du DNA, et ainsi de suite. Je ne vais pas dire à ma connaissance, il n'y a aucun exemple convaincant de ce style. Donc, on peut imaginer effectivement qu'il y ait une interaction entre l'interaction faible et le monde biologique. Mais les ordres de grandeur sont tellement petits qu'il n'y a pas de façon de l'amplifier. Alors je sais que notamment dans les années 80, il y avait un petit groupe dans le groupe Prigogine qui essentiellement tenait pour acquis la violation de parité dans les interactions faibles et cherchait des mécanismes thermodynamiques d'amplification. Il faut gagner. La thermodynamique ne vous donne pas tellement des amplifications, elle vous donne plus du bruit qu'autre chose. Donc non, il n'y a rien qui est fait. Il ne semble pas y avoir de lien. À ma connaissance, on aimerait bien en trouver un, mais c'est pas évident. Oui, encore une question. C'est un sujet dont tu n'as pas parlé, mais je voudrais juste avoir ton opinion. Est-ce que pour toi l'inflation est un phénomène établi, nécessaire, dont on peut se passer facilement, ou enfin bon. Voilà, là, effectivement, je n'avais pas parlé du tout dans la cosmologie, donc Pierre se réfère à l'inflation primordiale, comme on l'appelle. Donc ce que nous avons constaté maintenant, c'est qu'il y a une forme d'inflation actuellement. Donc il y a une accélération de l'univers, on peut appeler ça de l'inflation, actuellement due à l'énergie noire. C'est là où on la constate, c'est aussi peu discutable avec un Lormer, même moins, on ne discute pas en fait. La raison pour laquelle on regarde, je n'ai pas le transparent ici, je l'ai sur une autre présentation, mais je ne l'ai pas ici. La raison pour laquelle on veut de l'inflation, c'est pour expliquer pourquoi une espèce d'éther qui est autour de nous, qui est le rayonnement cosmique fossile, donc les fameux photons à 3 degrés K, qui sont tout autour de nous, qui ont d'ailleurs un référentiel privilégié. Et dans ce référentiel privilégié, ils sont d'une extrême homogénéité. Donc on voit ces photons qui ont une certaine vitesse relative
enfin, le système de propagation est une vitesse relative par rapport à nous, on va se mettre dans ce système-là et on regarde les photons partout, est-ce qu'on a un spectre plus ou moins chaud, etc. Et les fluctuations, c'est extrêmement minimal. Le problème, c'est que ces photons viennent de régions qui, si on suppose l'évolution standard du Big Bang, n'ont jamais été en contact entre elles. Alors, comment expliquer une homogénéité entre des régions qui n'ont jamais été en contact entre elles? Et la réponse qui est donnée, c'est que ben, c'est faux, on a l'évolution standard Big Bang est fausse en tout cas, ou alors il y a une phase pré-Big Bang qui la précède, où ces régions ont été en contact, et puis c'était suivi de l'expansion tellement rapide que quand on extrapole à partir de ça, on a l'impression qu'elles n'ont pas été. C'est un argument indirect, je crois qu'il est extrêmement fort, mais bon, c'est un argument qui a trait à de la cohérence à très grande distance, et je ne peux pas vraiment y répondre. Peut-être qu'on peut aussi réfléchir au paradoxe EPR dans ce contexte-là, où on peut avoir de la cohérence à très grande distance, et d'une façon qu'on ne s'explique pas non plus. Je propose qu'on remercie encore chaleureusement Jean-Marie Fleur pour son C'est lancé dans le spectacle.